Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. Une nouvelle réforme de l'école, une de plus. À chaque rentrée scolaire, le système éducatif algérien semble condamné à vivre au rythme des annonces ministérielles, des décisions prises dans l'urgence et des ajustements improvisés. La dernière en date qui prévoit dès la rentrée scolaire 2026-2027 l'enseignement de l'anglais en troisième année primaire, tandis que le français n'interviendra qu'à partir de la quatrième année, ne déroge pas à cette règle. Le débat est aussitôt devenu idéologique, français contre anglais, héritage colonial contre ouverture sur le monde, identité nationale contre mondialisation. Pourtant, la véritable question est ailleurs. Elle est celle de la méthode, car une réforme éducative ne se mesure pas à la portée symbolique de ses annonces, mais à sa capacité à améliorer durablement les apprentissages. Depuis des décennies, l'école algérienne souffre d'un mal chronique. Elle est gouvernée par l'urgence. Chaque ministre arrive avec son lot de nouveautés, de révisions de programmes, de changements de calendrier ou de méthodes pédagogiques. Les réformes s'empilent sans qu'aucune n'ait le temps d'être évaluée sérieusement. L'éducation devient un terrain d'expérimentation permanente où les élèves, les enseignants et les familles servent malgré eux de cobayes. L'introduction de l'anglais en troisième année primaire illustre parfaitement cette logique. En 2023 déjà, la décision présidentielle avait été exécutée dans la précipitation, avec le recrutement massif de dizaines de milliers d'enseignants. 3 ans plus tard, le gouvernement modifie à nouveau le dispositif en supprimant l'enseignement du français à ce niveau. Où sont les études d'impact? Où sont les évaluations des résultats obtenus depuis 2023? A-t-on seulement mesuré les acquis des élèves avant de bouleverser une nouvelle fois les apprentissages? Cette manière de gouverner interroge. Une politique éducative sérieuse repose sur les recherches, les expérimentations, des évaluations indépendantes et une planification à long terme. Or, en Algérie, les décisions semblent davantage répondre aux impératifs politiques du moment qu'aux exigences de la pédagogie. Le risque est double. D'abord pour les enseignants, comme le soulignent plusieurs spécialistes, les professeurs de français pourraient rapidement se retrouver en sous-service avec un volume horaire réduit et des perspectives professionnelles fragilisées. À l'inverse, les enseignants anglais recrutés en nombre dans l'urgence continuent de souffrir d'un déficit de formation pédagogique. Une langue ne s'enseigne pas uniquement parce qu'on la maîtrise. Elle nécessite une véritable expertise didactique. Ensuite, pour les élèves, introduire une langue étrangère plutôt ne garantit en rien de meilleurs résultats. Les recherches internationales montrent que la qualité de l'enseignement, la stabilité des programmes, la formation des enseignants et la continuité pédagogique comptent bien davantage que l'âge d'introduction d'une langue. 1 heure et demie d'anglais hebdomadaire ne transformera pas les élèves algériens en locuteurs bilingues si les conditions d'apprentissage ne suivent pas. Quant à la marginalisation progressive du français, elle soulève également des questions stratégiques. Certes, l'anglais est aujourd'hui la langue dominante des sciences, des technologies et de l'économie mondiale. Son apprentissage constitue une nécessité. Mais cette nécessité ne devrait pas conduire à opposer artificiellement les langues. Le plurilinguisme est une richesse, non un handicap. Le français demeure un vecteur d'accès à une vaste production scientifique, culturelle et économique. Il reste la langue de nombreux partenaires de l'Algérie en Afrique, au Maghreb, en Europe et au sein de sa propre diaspora. Le réduire à un simple symbole du passé colonial revient à ignorer les réalités géopolitiques et économiques du présent. Le véritable enjeu n'est donc pas de choisir entre Shakespeare et Molière. Il est de savoir pourquoi chaque réforme éducative en Algérie semble être conçue comme une rupture avec la précédente plutôt que comme une étape d'une politique cohérente. L'école ne peut pas continuer à être le laboratoire des fluctuations politiques. Elle a besoin de stabilité, de visibilité et de temps. Former un enseignant demande plusieurs années, évaluer une réforme exige une génération d'élèves. Construire un système éducatif performant suppose une vision qui dépasse les mandats ministériels. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro.
Algérie, le français recule, l'anglais s'impose, l'école toujours sans cap. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Hassan Hirish, mais aussi Maître Issa Rahmoun. Dr Hassan Hirish, je commence avec vous, universitaire et analyste politique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Hassan. Azoul Filaoul Marra, merci pour l'invitation. Je salue Issa Rahmoun, je te salue toi évidemment, et ton équipe et surtout aussi les téléspectateurs qui acceptent le débat avec nous. Merci beaucoup, Dr Hassan Hirish. Très content de vous avoir, Dr Hassan Hirish, avec nous. Très content d'avoir Maître Issa Rahmoun, avocat et secrétaire général de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous depuis Paris aussi. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Filaxi Issa. Azoul, c'est Nassar, Azoul et Hassan, c'est toujours un plaisir d'être avec vous les deux. Et ça fait, ça donne voilà, du baume au cœur de vous voir comme ça en distanciel. Inch'Allah, on va se voir en chair et en os dans les prochains jours. Et mes salutations aux amis de la régie et aux téléspectateurs. Merci de l'invitation, Sinassar. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, d'abord quelques titres concernant donc le thème qu'on est en train d'aborder, qu'on va aborder avec nos invités. On va commencer avec TSA qui a titré tout sur l'Algérie. Donc, l'Algérie remplace l'anglais par le français au primaire. L'avis d'un spécialiste. Donc, l'Algérie a décidé de remplacer le français par l'anglais à la 3e année primaire dès la rentrée scolaire 2026-2027. Un spécialiste donne son avis sur cette décision. Le journal Le Matin d'Algérie, la langue française supprimée dès de la 3e année primaire, selon le ministre Saadawi. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadawi, a annoncé samedi à Alger un ensemble de dispositions pédagogiques en prévision de l'année scolaire 2026-2027 dans la programmation de la langue anglaise en 3e année primaire et le renforcement de son volume horaire, notamment dans les spécialités techniques. Un autre titre dans le site des radios, donc des sans-voix, Radio des sans-voix, décision de recul du français, une réforme linguistique à portée politique. Donc, a titré Radio des sans-voix, l'annonce du recul officiel de l'enseignement du français dès la rentrée 2026-2027 marque une nouvelle étape dans la reconfiguration linguistique voulu par les autorités algériennes. Le ministre de l'Éducation, Mohamed Sghir Saadawi, a confirmé que le français ne sera plus introduit en 3e année primaire, mais en 4e. Une mesure présentée comme une réforme destinée à alléger les programmes et installer l'anglais comme première langue étrangère. L'argument avancé, la proximité supposée entre les deux langues dans les caractères et même dans la syntaxe, relève davantage d'un discours de justification que d'un constat linguistique solide. Les spécialistes rappelons que les structures de l'anglais et du français diffèrent profondément. Donc, et on termine avec Le Point, ce magazine français, donc Shakespeare versus donc Molière à Alger contre Molière. Algérie, l'enseignement du français recule encore. Dès la rentrée 2026-2027, les élèves algériens de 3e année de primaire n'étudieront plus qu'une unique langue étrangère, l'anglais. Donc, dans cet article publié par Le Point. Voilà. Et avant de donner la parole à nos invités, on va écouter les déclarations du ministre de l'Éducation, Mohamed Sghir Saadawi. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de réorganiser et de restructurer certains contenus pédagogiques dans plusieurs niveaux d'enseignement afin de les adapter aux exigences d'apprentissage et d'améliorer les acquis des élèves. Dans le cadre du renforcement et de l'organisation de l'enseignement des langues étrangères, il a été décidé de programmer l'enseignement de l'anglais dès la 3e année primaire.
tandis que le français sera désormais enseigné à partir de la 4e année primaire, en complément de l'anglais. Voilà. Docteur Hassan Hirj, je vais commencer cette émission avec vous. Ma première question, bien sûr, comment vous avez trouvé donc cette décision annoncée par le ministre de l'Éducation? Le français a été recalé donc. L'anglais, il sera enseigné dès la 3e année donc primaire. Quelle est votre réaction, docteur Hassan Hirj? Ma réaction, c'est qu'il n'y a pas de boussole en Algérie, aussi bien dans l'enseignement que dans beaucoup d'autres secteurs, politiques, social, sociétal, industriel, agricole, etc. Malheureusement, il y a des avancées, des reculs, des avancées, des reculs. Il n'y a pas un véritable cap. On a l'impression que la décision peut se prendre du jour au lendemain sans qu'il n'y ait de raison valable, sans que ce soit évidemment sur la base de rapports, si possible scientifiques, en tout cas de rapports des services concernés, mais pas seulement des services concernés, de la population elle-même, qui est elle-même la première normalement concernée, la population. Docteur Hassan Hirj, juste pour confirmer, vous êtes spécialiste linguistique aussi, non? Oui, je suis neurolinguiste. Et donc, je suis évidemment très sensible à cette question, d'autant plus que je suis en même temps économiste et enseignant de Tamazight. Donc, effectivement, il y a plusieurs volets dans ce genre de décision. À la fois le volet éducatif, le volet psychologique, le volet politique, le volet économique et financier, combien ça coûte. Parce que souvent, on prend des décisions intempestives dans notre pays, mais sans qu'on nous dise combien ça coûte. Vous savez, former des enseignants et traduire des millions de pages, pas seulement les outils pédagogiques, pas seulement les papiers administratifs, les archives, ainsi de suite. Ça coûte des centaines de millions de dollars, voire des milliards sur un certain période. Par exemple, on ne nous a pas dit combien nous a coûté l'arabisation qu'ils ont lancé de la même façon dans les années 70. Déjà du temps de Boucharouba, le colonel Boucharouba, qui du jour au lendemain a décidé, juste comme ça, pour croire qu'il embête Giscard d'Estaing, arracher la vigne algérienne et arracher la langue française. Donc il a lancé l'arabisation, et 50 ans après, on voit malheureusement que c'est un échec cuisant. Ça a fait pchit. Et donc, au lieu de rétropédaler, il lance maintenant l'anglais à la place du français, sans nous donner les raisons valables. Parce que, d'abord, si vous permettez, Sinassar, je vais vous faire juste une petite remarque sur votre brillante éditorial. Et à un moment, vous disiez, vous opposiez héritage colonial et ouverture sur le monde. C'est héritage colonial et héritage colonial. Parce que la langue anglaise aussi, c'est un héritage colonial de la même façon que l'anglais. Alors, ce qui justifie le choix de l'anglais. Oui, mais malheureusement... Cet argument a été avancé, ceux qui défendent donc cette réforme, on va dire, Dr Hassan Hirj, en Algérie. Alors, ce que je dis, c'est que aussi bien le français que l'anglais sont des langues coloniales. On est d'accord. Voilà. Voilà. Après, il y a des pays qui ont été colonisés par les Anglais, ils parlent anglais, et les pays colonisés par les Français parlent français, ainsi de suite, pour l'espagnol et pour le portugais. Alors, d'un point de vue pédagogique, et là je vous parle en tant qu'enseignant, à la fois à l'université, mais aussi dans un institut de formation de formateurs,
pour que l'Algérien, au sens global du terme, pour que l'Algérien maîtrise l'anglais, il faut au bas mot 4 à 5 générations, c'est-à-dire en gros un siècle. Un siècle pour que les Algériens soient à l'aise avec l'anglais. Ça, c'est malheureusement une réalité. On ne change pas comme ça avec un claquement de doigts ou avec un discours emphatique, comme je viens de l'entendre de la part du ministre, qui ne parle même pas la langue algérienne, mais une langue classique moyen-orientale. Alors, quid évidemment, on peut revenir là-dessus, c'est Nassar, de la marginalisation, l'exclusion du Derija et de la langue tamazight, ce qui provoque évidemment des perturbations d'un point de vue psychologique, psychogénéalogique, plus cognitif. Ça, pour l'élève qui rentre à l'école, reçoit une langue qui n'a pas dans sa famille, donc une rupture entre l'institution familiale et l'institution scolaire et les institutions de façon générale. Cette rupture a des conséquences extrêmement graves qu'on devrait mesurer. Graves au niveau, par exemple, de l'échec scolaire, au niveau du développement de l'illettrisme, au niveau de la perturbation psychologique, il faut le dire. Des psychologues, des psychiatres algériens pourront le dire. Et il y a évidemment des problèmes cognitifs extrêmement importants de voir sa langue maternelle, sa langue parentale, sa langue ancestrale complètement marginalisée, dévalorisée, exclue du système éducatif et apprendre du jour au lendemain une langue qui n'est pas la sienne. C'est un traumatisme dont malheureusement on n'a jamais mesuré les conséquences. Et on le voit dans la rue, on le voit au travail, on le voit dans l'espace social en Algérie. On devient comme... Il y a d'ailleurs le fameux, la fameuse phrase que disent pratiquement tous les Algériens. Ils disent les Algériens, nous sommes un alphabet trilingue. Et maintenant, on va être un alphabet quadrilingue avec ce qui se passe. Alors, maintenant, l'argument scientifique. L'argument scientifique, est-ce que l'Angleterre, qui est à peu près, on va dire, la même population que la France, on va dire la même histoire, etc. en Europe. Est-ce que l'Angleterre dépasse la France au niveau aéronautique, au niveau pharmaceutique, au niveau de l'ingénierie, etc. L'Angleterre dépasse la France au niveau des finances, oui. Mais dans les autres sciences, je suis désolé. Quand on regarde les publications scientifiques, c'est à peu près du même niveau. Il n'y a que l'Allemagne, qui n'est ni le français ni l'anglais, qui dépasse ces deux pays-là. Et on peut le comprendre parce que l'Allemagne a quand même 80 millions d'habitants, plus de 80 millions d'habitants, tandis que l'Angleterre et la France ont à peu près 15 millions de moins. Donc, c'est aussi une des raisons qui fait que l'Allemagne dépasse l'anglais et le français. Sinon, ces trois langues-là en Europe se situent à peu près au même niveau scientifique, technologique, au niveau de la recherche, etc. Quand on regarde les progrès extraordinaires en France au niveau de la pharmacie, de l'agroalimentaire, au niveau de la technologie, quand on voit par exemple le TGV, quand on voit quand on voit le Rafale, quand on voit les différents secteurs scientifiques et technologiques en France, je suis désolé, si on pouvait arriver à ce niveau-là, le français, ça me suffirait. J'ai pas besoin de notre langue. Reste avec nous. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Attends, j'ajoute juste ça. D'autant plus que le vocabulaire scientifique de l'anglais, vous êtes justement, Nassar, vous êtes parfaitement bilingue en anglais et en français, je le dis devant vous. Yes. Le vocabulaire scientifique anglais est à 70-80% français. Il vient du français. Du latin à travers le français. Et c'est le français, pourquoi? Parce que à la fin du 19e siècle, la langue française était la langue officielle dans toutes les cours européennes, y compris à Londres et à Moscou.
Sans compter évidemment en Allemagne, en Hollande, en Suède, etc. La langue française était la langue officielle. Et donc, du coup, elle continue de d'éteindre sur les langues européennes. Donc, qu'on ne nous dise pas que l'anglais est plus scientifique que le français, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Maintenant, il va deux mots, juste deux mots. Il va Oui. de soi qu'il y a plus d'anglophones que de francophones dans le monde aujourd'hui. Mais la démographie aidant et la concurrence entre l'espagnol et l'anglais aux États-Unis fera que le jour où les Algériens maîtriseront l'anglais, les Américains auront l'espagnol comme langue dominante. On le voit déjà depuis 20 ans dans pratiquement tous les pays à la frontière, tous les États à la frontière du Mexique ont l'espagnol complètement dominant aujourd'hui. Et beaucoup de ces États sont déjà bilingues, même au niveau administratif et éducatif. Le problème peut-être, Dr Hassan Hirash, et je vois que vous maîtrisez très bien donc cette question. Et, le problème peut-être plus tard sera beaucoup plus peut-être le mandarin, le chinois, voilà, qui va venir encore plus compliquer la situation par rapport à notre système éducatif. Restez avec nous, Dr Hassan Hirash. Très important ce que vous avez dit, une analyse très pertinente. Maître Issa Rahmoun, vous êtes aussi le produit on va dire, de l'école algérienne. Et quand vous voyez des réformes comme ça, bien sûr, la question a été posée par Radio des Sans-Voix. Je pense que c'est une question, le titre de l'article est très pertinent. Une décision de recul du français, une réforme linguistique à portée politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Issa Rahmoun? Faut-il opposer le français à l'anglais ou développer un véritable plurilinguisme, pardon. Merci, Sénassar. Je pense que je ne maîtrise pas la question en tant que docteur Hirash Damstafa, lui qui est neurolinguistique et puis linguiste et puis enseignant de langue tamazight. Et j'ai assisté à plusieurs ateliers de Hassan dans ce sens où enfin des ateliers dans la gestion des conflits, la place de la langue aussi dans la gestion des conflits, dans des organisations, des entreprises. Et c'est très instructif et puis ça a renforcé aussi mes capacités à comprendre, à cerner du moins la question, mais d'une manière très basique. Actuellement, cet enjeu de changement de langue, c'est comme l'enjeu de changement de colon. Et je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue avec un confrère ivoirien qui dans le débat sur la décolonisation qu'on avait eu dans le mouvement des droits humains et l'émergence de l'influence chinoise et russe en Afrique, au Sahel, mais aussi dans les Grands Lacs et en Afrique de l'Ouest notamment, où il disait que, pour ma part, je préfère mon ancien colon, mais si des intérêts géopolitiques et stratégiques m'imposent un changement de choix pour le colonisateur, ben je ne vais pas hésiter à choisir un autre colon. Sommes-nous condamnés à rester dans l'éternel choix de colon, à l'éternel choix d'une identité nationale, d'un roman national qu'on n'a pas construit nous-mêmes, qu'on n'a pas consolidé? Le débat, effectivement, ne porte pas uniquement sur le choix entre le français et l'anglais. Ça, c'est clair. Et Hassan, il en a mentionné beaucoup d'axes stratégiques. Il concerne avant tout la capacité de notre système éducatif. Parce que notre système éducatif, moi, comme tu l'as dit à Sénassar, je suis un pur produit de l'école algérienne. Je dirais que j'étais un des rats de la boue de l'école fondamentaliste. Avant, c'était
c'était une école durant les années 60-70 pratiquement, qui était ouverte sur le monde. Et d'ailleurs, tous les textes de loi et le fonctionnement de l'administration étaient hérités de la France coloniale. Et beaucoup de mes aînés, et notamment Hassan peut en témoigner, disaient que pendant cette période, jusqu'aux années 80 pratiquement, l'administration fonctionnait, l'école fonctionnait, parce qu'on était dans un système qui était assez ouvert. Et avec le fondamentalisme, l'école, les réformes culturelles et institutionnelles qui sont passées par là en termes d'éducation, on a revu la donne pour intégrer, si je ne me trompe pas, l'école du Gestalt, qui est une école allemande qui a existé, un système pédagogique qui a existé durant les années 30-40, ce qui a produit quelque part l'extrémisme et la montée du nationalisme allemand. Et cette transition voulue par le régime algérien, parce qu'il s'agit en fin de compte, tout est politique en Algérie, toutes les décisions sont politiques, et pas seulement en Algérie. Maître Issa Rahmoun, je m'excuse, puisque vous avez parlé de politique, j'aimerais rebondir. Est-ce que vous pensez donc que cette réforme est une réforme politique que pédagogique? Oui, avant d'arriver à ça, je voudrais terminer seulement ce petit point, si tu me permets, c'est Nassar. Donc, Oui, oui, absolument. donc, est-ce que notre capacité, la capacité du système éducatif algérien dans sa mentalité, dans sa façon de concevoir l'école, l'éducation, mais aussi la science, le progrès et l'ouverture, est-ce qu'il s'adapte, cette décision, aux exigences du siècle actuel? Parce qu'il faut prendre en compte l'histoire, l'identité linguistique surtout, et les moyens disponibles qu'on met par rapport à cette réforme. Donc, effectivement, il y a un enjeu politique et un enjeu pas seulement politique, hein, des enjeux politiques, pédagogiques, économiques et géostratégiques, comme présentés par les autorités, mais aussi comme antithèse présentée par d'autres acteurs du monde de l'éducation. Et la première question qui se pose, est-ce que ce ministre, quand j'ai entendu son discours, est-ce qu'il a consulté des pédagogues, des scientifiques, des syndicats de l'enseignement, des parents d'élèves, de toutes les régions du pays, hein? Il faut qu'on soit clair par rapport à cela. Donc les enjeux stratégiques, du moins pour le régime, ben, je dirais que pour eux, c'est un discours néo-souverainiste, l'affirmation de la souveraineté nationale, pour une grosse partie des autorités. Il s'agit de réduire la place du français. Et ce discours est vendu pour la population algérienne pour dire nous allons permettre de rompre avec l'héritage colonial, de renforcer une identité nationale ou un roman national. D'ailleurs, ce roman national, il est très mal écrit. Très très mal écrit, renforçant l'identité indépendantiste et une réorientation géopolitique, en disant que l'anglais est une langue dominante dans le concert de la mondialisation. Et là, on se remet en cause autant que pays qui était l'un des pays avant-gardistes en termes de décolonisation. Pourquoi s'inscrire dans une mondialisation féroce et sauvage, à la fois, sachant que il y a des langues au niveau des Nations Unies, au niveau des institutions européennes, mais aussi au niveau de la Cour africaine, des institutions africaines, l'arabe est une langue de travail, le français est une langue de travail, l'anglais est une langue de travail, le français est une langue de travail. Pourquoi? Pour préserver justement ce récit, ce roman national. On ne travaille pas davantage notre langue maternelle qui est le berbère, c'est Mazir, et faire de cette langue, promouvoir cette langue, protéger cette langue pour qu'elle soit au contraire une langue de travail à côté de ces langues que j'ai citées. Et ils ont aussi tendance à présenter la question comme étant accès à un savoir scientifique.
en disant qu'il y a plus de 80% de publications scientifiques internationales qui sont publiées en anglais et ce sur toutes les matières scientifiques. Mais Hassan, il vient d'apporter la contradiction en disant, mais il faut citer aussi Airbus, qui est une société performante, les sociétés de télécommunications, Orange, Free, etc. Ça ne se situe pas en termes de changement de langue. C'est comme si changer Mahrez par avec le joueur qui est venu de la Hollande, Anis Hadj Moussa. Il nous présente la situation de cette manière. De cette manière, vraiment un changement radical, une rupture radicale, mais quel est le coût de cette rupture? Hassan, autant que linguiste et autant que chercheur dans la matière, il a donné pratiquement quatre générations. L'urgence aujourd'hui n'est pas de changer de cap d'une manière violente. L'urgence aujourd'hui, c'est de construire une institution éducative, changer la mentalité des ministres, des directeurs d'éducation, des programmes proposés à nos enfants. L'urgence aujourd'hui, c'est une urgence existentielle en fin de compte. C'est une urgence existentielle. Le système éducatif ne peut pas changer d'une manière aussi vulgaire, aussi violente. Quel est le budget réservé à l'éducation quand on prend les budgets alloués aux différents ministères dans le pays, soit la santé, l'éducation, la culture, la solidarité, la cohésion nationale, la famille. Et voilà, c'est des secteurs régaliens, c'est des secteurs importants. Et on arrive en fin de compte à ce que le ministère de la Défense, qui est un ministère budgétivore, qui absorbe tous ces progrès d'éducation, de recherche scientifique, de santé, de logement, enfin les droits fondamentaux, voilà, parce que la culture aussi, l'éducation est un droit fondamental qui est réservé aux Algériens. Et le ministre aurait pu consulter avant cette prise de décision des syndicats, des scientifiques, des pédagogues. Pourquoi pas consulter ces Hassan Hirash à l'occasion d'une telle loi? Très bien. Restez avec nous, Maître Aïssa Rahboul. Des questions que vous avez bien sûr soulevées sont très importantes, puisqu'on parle bien sûr le coût de cette réforme. Cette décision repose-t-elle sur des données scientifiques ou sur un choix politique? Faut-il opposer le français donc à l'anglais ou développer un véritable plurilinguisme donc? Mais aussi, le système dispose-t-il d'enseignants d'anglais suffisamment formés sur le plan pédagogique? D'abord, on va écouter les déclarations, encore une fois, donc, du ministre de l'Éducation, Mohamed Saghir Saadawi, et après, juste après, les déclarations du chef de l'État concernant donc l'anglais. On regarde. Le ministre de l'Enseignement, plutôt de l'Éducation nationale, annonce la programmation de la langue anglaise en 3e année primaire et le renforcement de son volume horaire, notamment dans les spécialités techniques. Elle sera l'unique langue étrangère enseignée jusqu'en 4e année primaire, où les élèves commenceront à apprendre le français en parallèle. Mohamed Saghir Saadawi s'est exprimé à l'ouverture de la conférence nationale annuelle de préparation de la prochaine rentrée scolaire, affirmant que cette disposition et d'autres seront mises en œuvre dès la nouvelle rentrée scolaire, suivant un calendrier qui s'étalera sur 2 à 3 années si nécessaire. En l'écoute. التوجه نحو تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي سيطبق هذا القرار هذا العام سيادة الرئيس. إن شاء الله يطبق، لأن باش تدخل الجزائر في العالمية في العولمة صح. مثل ما يقال عندنا الفرنسية غنيمة حرب، ولكن اللغة الدولية هي الإنجليزية. لغة العلم ولغة العالم. الاقتصاد ولغة تكون ما نعرف عندنا إمكانيات باش نعممها على كل المدارس، لأن لازمك أساتذة ولازمك معلمين ولازمك، ولكن الرغبة هذه هي ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله، الدخول المقبل
التعليم الانجليزيه يكون على مستوى الابتدائي ان شاء الله. Voilà, donc des anciennes déclarations du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Docteur Hassan Hirsch, bien sûr, les spécialistes comme vous ont réagi à cette réforme. Et parmi eux, Ahmed Tessa, qui est spécialiste des questions pédagogiques, le remplacement du français par l'anglais en troisième année primaire est un tournant dans l'enseignement de ces deux langues étrangères. Auteur d'un ouvrage sur la place de la langue française en Algérie intitulé L'impossible éradication, l'enseignement du français en Algérie. Ahmed donc Tessa estime que des problèmes ne manqueront pas de s'écouler de cette nouvelle décision du gouvernement. Selon lui, les enseignants de français vont se retrouver en surnombre et auront un volume horaire de moins de 10 heures d'enseignement par semaine et un nombre moins élevé de classes. Ahmed Tessa pointe aussi le manque de formation pédagogique des nouveaux enseignants d'anglais. L'enseignement de la langue de Shakespeare risque d'être inefficace, estime-t-il. Aussi, vouloir supprimer l'enseignement du français en Algérie, c'est s'isoler de l'Afrique, du Maghreb francophone, et c'est provoquer une rupture avec les enfants des millions d'Algériens expatriés en France, en Belgique, au Québec, estime donc le spécialiste. Et bien sûr, vous êtes économiste aussi, vous avez parlé de cette portée économique. Le coût de la réforme, c'est ce que a soulevé comme question Maître Issa Rahmoun. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous permettez, je vais émettre une hypothèse politique, peut-être même de politique politicienne, pour une fois. Oui. Abdelmajid Tebboune a appelé, à partir de l'Allemagne, a appelé la diaspora algérienne à rentrer au pays et à faire profiter de son expertise pour le développement de l'Algérie. Or, cette diaspora, elle se trouve où? Pour pratiquement 98%, elle se trouve en France, en Belgique et au Québec. Particulièrement en France et au Québec. Donc, il prend une décision la veille et le lendemain, ça se traduit exactement par l'inverse, c'est-à-dire un coup près pour décourager cette diaspora de rentrer au pays. Donc, la question de politique politicienne, c'est Nassar, est-ce qu'il ne s'agit pas derrière le président de la République des gens qui veulent le mettre en difficulté? De la même façon, quand il a appelé les opposants à rentrer au pays et que le lendemain ou le surlendemain, on frappe d'ISTN, un journaliste, le journaliste Ben Fodil, mais il n'est pas le seul, et qui va à l'encontre justement de la déclaration du président de la République. Et on condamne Fethi Gharras aussi. Est-ce que justement, ces deux déclarations du président de la République et puis des décisions qui vont à l'encontre de ce qu'il a proclamé, est-ce que ça ne va pas dans le sens de vouloir le chaos, de vouloir à la fois mettre en difficulté le président et de soulever justement des indignations, des désaccords au sein de la société, créer un débat chaotique au sein de la société algérienne. Donc, quel est exactement le message? Parce que là, c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. C'est-à-dire, on va vous dire une chose, et puis, application, c'est son contraire. Donc, il y a véritablement une question à se poser de ce côté-là. Maintenant, quant à l'efficience... Vous pensez que... je m'excuse, docteur Hassan Hirsch, juste pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire. On ne va pas passer, bien sûr, beaucoup de temps, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une partie au sein du Sérail, on va dire, qui veut mettre en difficulté Abdelmajid Tebboune? C'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas moi qui veux le dire. Ce sont ces décisions-là qui vont à l'encontre des déclarations du président de la République, qui veulent le dire. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que les constater. Très bien. Et puis, peut-être un point en dehors de cela, c'est qu'il faut que les Algériens sachent une chose.
Moi je vis en France depuis bientôt 50 ans, je connais les courants politiques qui existent en France. Les seuls qui vont se frotter les mains et qui sont vraiment contents de la décision de ce ministre de faire reculer le français en Algérie, ça va être le RN et les anciens de l'OAS, parce qu'ils ne souhaitent pas que les Algériens maîtrisent le français et qu'ils, justement, contribuent à transférer les savoirs et les savoir-faire de la France vers l'Algérie, étant donné l'immensité de la diaspora dans ce pays. Et je suis sûr, docteur Hassan Hir, je m'excuse, je suis sûr que ça va être utilisé dans les prochains jours, puisqu'on n'est pas très loin de cette élection présidentielle en France. C'est-à-dire qu'il y a ce qui va être déclaré au niveau de la surface, mais il y a au niveau stratégique et ce qui se trame justement derrière tout ça. Moi, je connais des Français de tous bords, de gauche, de droite, du centre, etc. Et j'ai eu à rencontrer évidemment aussi des ultras en 50 ans de présence en France, et d'autant plus dans une carrière notamment avec les grandes entreprises françaises, la formation de cadres français, de dirigeants français, etc. J'ai eu l'honneur justement, l'opportunité de faire pendant de nombreuses années. Eh bien, je vais vous dire, les ennemis de l'Algérie en France, parce qu'il en existe, comme il y a des ennemis de la France en Algérie, les ennemis de l'Algérie en France souhaitent que l'Algérien ne maîtrise pas le français. Ça, c'est une donnée évidente, parce qu'ils ne souhaitent pas que des Algériens de la diaspora aient la possibilité véritablement d'être en lien à 100% avec leur pays d'origine et de permettre un transfert des technologies, des connaissances, des savoir-faire et même des savoir-être. Voilà. C'est vous dire. Donc vous pensez que cette réforme de Hassan, elle va à l'encontre des intérêts stratégiques de l'Algérie? Bien sûr, c'est évident. Parce que pour une fois, justement, qu'on maîtrise un outil, comme le disait Kate Biessine, que tout le monde maintenant connaît sa phrase, sa formule, le français est notre butin de guerre. Mais ce n'est pas seulement la langue française qui est notre butin de guerre. Alors, si on dit que c'est la langue coloniale, ce n'est pas la langue algérienne, c'est la langue coloniale. Alors, l'administration telle qu'elle est faite, elle est aussi basée sur l'administration que nous a laissé la France. Le système éducatif, bon, qui a pris des proportions heureusement, mais la base, c'est aussi un système éducatif colonial, parce qu'auparavant, on avait des zaouïas, on avait des médarsas, etc. Donc, l'école publique a été installée par la France. Et donc, nous avons repris ce tissu-là. Est-ce qu'on va dire qu'on va s'en passer? On va revenir justement à l'école, au médersa, aux zaouïas, etc., à l'ancien système, parce que l'école actuelle, c'est d'essence coloniale. Est-ce que l'administration, qui n'a rien à voir avec l'administration ni de l'émir Abdelkader, ni de Cheikh Ahmed, ni de Ahmed El-Qari, ni de personne d'autre, ni de la régence ottomane d'Alger. Donc c'est complètement nouveau, un changement radical qui a été opéré avec la présence française. Est-ce qu'on va justement s'en passer parce que c'est un héritage colonial? Ou bien, au contraire, on va l'utiliser pour développer l'Algérie et pour justement être un véritable concurrent, non seulement de l'Europe, mais aussi de toutes les puissances qui émergent dans le monde. C'est toute cette question qu'il faut se poser. Et si Nasser, en plus, si vraiment ce ministre et ceux qui ont décidé, si éventuellement d'autres ont décidé derrière ce ministre, si véritablement ils veulent prendre en considération les besoins des Algériens, ils n'ont qu'à procéder au choix.
Ils n'ont qu'à dire aux Algériens, écoutez, à partir de la rentrée prochaine, vous aurez le choix. Vous prenez l'anglais ou le français en seconde langue après l'arabe et tamazight. Au choix. C'est aux familles algériennes de choisir. En laissant évidemment ces familles tenir un débat pour avoir les pour et les contre pour ces langues-là, utiliser les moyens de télévision, de la presse, de la radio, etc., pour qu'il y ait équité au niveau des débats, des francophones, des anglophones, etc. Et à ce moment-là, à nous de donner des arguments aux familles algériennes de faire le choix. Pourquoi on n'a jamais laissé la possibilité aux Algériens de choisir, comme dans beaucoup de pays du monde, d'avoir des choix au niveau des langues, dès l'école primaire? L'idéal, ce serait ça, que le petit Algérien apprenne à la première année, dès la première année, apprenne dans sa langue ancestrale, en Derija et en Tamazight, et puis parallèlement, qu'il ait le choix entre le français ou l'anglais. Ça, ce serait juste. Restez avec nous, Dr Hassan Hairich. Vous avez soulevé bien sûr des interrogations pertinentes. Mais aussi, Maître Issa Rahmoun, l'Algérie peut-elle se permettre de réduire la place d'une langue? Et là, on parle bien sûr du coût encore très présente dans son environnement économique. Et Dr Hassan Hairich l'a rappelé, quand on parle de la diaspora, l'apport de la diaspora qu'elle peut avoir pour aider l'économie algérienne, pour aider notre pays sur le plan scientifique et tout ça. Il a rappelé les chiffres, le pourcentage, presque 80% de cette diaspora est en France ou en Canada, le Québec, qui parle aussi donc le français. Et là, on se pose la question, elle est où la logique dans cette réforme? Réformer une langue suffit-il à réformer une école? Maître Issa Rahmoun. Non, ça relève de l'impossible, ça relève de... Là, c'est vraiment c'est de la folie, je voulais dire. C'est pas en réformant une langue de travail qu'on va réformer et le système éducatif et le système politique en lui-même. Hassan m'a précédé en disant que la langue française, comme l'a bien défini Katb Yassine en étant un butin de guerre, mais plus que ça. Après l'indépendance, on a adopté un système jacobin. Si je parle de mon domaine que je maîtrise le plus, notre code civil était inspiré du code napoléonien. Et quand on parle de ce code, juste après l'indépendance, l'Algérie travaillait avec les codes et les pratiques et les os que la France coloniale avait laissé en Algérie, que ce soit en termes civils, que ce soit en termes pénal et que ce soit en termes de statut familial à un degré moindre. Après, donc, on a essayé de scanner un peu le code, les différents codes égyptiens pour en faire un système bâtard. Voilà. Parce qu'en fin de compte, on a hérité juste après l'indépendance, 10 ans, 15 ans ou 20 ans après, avec l'arabo-ba'athisme et l'esprit de l'Égypte et de ce courant qui s'est accaparé et de la décision politique en Algérie, mais aussi des institutions et en premier lieu l'éducation et la justice. On a essayé de fusionner ces deux systèmes, un système français et un système venant d'Égypte, en introduisant la charia islamique comme étant une source de droit et une source d'appui sur les questions liées non seulement au code civil, mais aussi au code de la famille. Et justement, l'expérience, elle est là. Quand on essaye de scanner des types des droits comparés, le droit comparé, quand on le prend tel quel, et on essaye d'importer des mécanismes, des outils de travail,
et qu'on n'arrive pas à produire nos outils de travail. Tejmaïth en Algérie, ça a existé. Le partage en Algérie, à notre manière, ça a existé. L'égalité homme-femme en Algérie, ça a existé. Le règlement des conflits par des voies de médiation. La médiation, imaginez à Sénassar, la médiation aujourd'hui qui est un luxe international, que ce soit dans la médiation commerciale, que ce soit dans la médiation contentieuse, pré-contentieuse, que ce soit dans la médiation économique, que ce soit dans la médiation de voisinage, toutes les médiations possibles. On a connu ça en Kabylie, on a connu ça en Algérie. Et c'est une valeur très sûre pour justement avoir une identité nationale. Voilà. Et cette médiation, force est de constater, et je pense que Dahassan, il en a écrit sur ce sujet, le rôle de Tejmaïth, les assemblées de village, le rôle du doyen de la famille, ou bien d'un groupement de famille qu'on appelle Azroum, le rôle du Arsh, le rôle d'une commune par la suite. Après, on est rentré dans un autre cycle d'organisation institutionnelle qui est laissé par la France. Et tout ça, donc, on l'a hérité de la France coloniale. Par contre, parce qu'avec l'adoption de l'anglais comme langue de travail, on va rentrer dans un système fédéraliste. Ah, et la question, elle doit se poser. Et là, je reviens à la question, comment choisir son colon? Est-ce qu'on va sortir d'un système jacobin et permettre l'autonomisation des régions avec des assemblées régionales, avec un fonctionnement décentralisé d'une manière administrative et politique à la fois? La réponse est non. Parce que là, il s'agit, vous voyez comment on essaye de retarder l'esprit du Hirak. Et il faut revenir à ça. Le point de départ, il faut que ça soit le Hirak. Pourquoi? Il faut que ça soit le Hirak, parce que le Hirak, il a démontré l'envie des Algériens de vivre dans un État démocratique, un État de droit, en tenant compte de nos spécificités régionales, parce qu'en Algérie, des régions existent. Les régions, elles existent avec leurs traditions, avec leur manière d'être, avec leur culture culinaire, avec leur culture ancestrale, avec l'habit, enfin, avec la culture dans toutes ces dimensions. Après cette période de transition, et l'Algérie a surtout raté pendant toute son histoire post-indépendance, elle a raté le plus essentiel, c'est les périodes de transition. Et si on prend les périodes de transition pour les calquer sur un système éducatif comme étant proposé par l'actuel ministre, c'est un changement très rapide qui risque de provoquer une baisse temporaire des performances scolaires, notamment les matières scientifiques, d'une manière très, très catastrophique. Alors, il faut déjà former les enseignants. C'est un défi qui est très important parce que comment et en combien de temps on va former des enseignants qui peuvent assurer la transmission. Et souvenez-vous de je ne sais pas si vous avez vu avec moi la vidéo d'un procureur de la République qui a essayé de speaker, comme on dit, avec la langue de Shakespeare, mais c'est une catastrophe. Il y a aussi la production des manuels et comment produire ces manuels. Est-ce qu'on va se référer à une culture anglaise, une culture américaine, irlandaise, etc. Et dans tous ces cas de figure, quand on se réfère à une culture, c'est une manière d'accepter une deuxième colonisation qui n'est pas le fruit d'un vivre ensemble, comme disait Hassan, d'un savoir-être. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmou. Je m'excuse parce qu'on est en train de me dire à l'oreillette qu'on a dépassé un peu le temps de l'émission. Je voulais juste vous dire que j'ai beaucoup apprécié vos analyses, surtout
notre ami de Hassan, mais aussi Maître Issa Rahmoun. Je pense qu'une deuxième émission s'impose sur ce thème et j'aimerais donc vous inviter pour une deuxième émission, une deuxième partie concernant donc cette question. Je serai très très content de vous avoir. Merci beaucoup pour votre participation et vos analyses pertinentes. Merci donc à Dr Hassan Hiresh, universitaire et analyste politique, qui était avec nous depuis Paris. Merci à Maître Issa Rahmoun, avocat et secrétaire général de la FID, Fédération internationale des droits humains, qui était aussi avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha. Qawala khair.